Nouvelle candidature de François Asselineau pour la présidentielle 2027. Effectivement, il a été reçu ce matin sur Tocsin. Écoutez-le et surtout vos réactions. À plus tard. François Asselineau, peut-être on va commencer évidemment par cette candidature qui va être le fil rouge de toute cette interview, même s'il faut, mais l'un n'empêche pas l'autre, finalement tout est lié, qu'on parle aussi de ce qui se passe à l'international. Vous avez décidé de vous présenter de nouveau, c'est la combienième fois que vous vous présentez? Écoutez, ça sera la troisième fois que j'essaierai j'ai pour l'instant pu être candidat une première fois en 2017. Voilà. Où j'ai eu 584 parrainages. Oui. Je n'ai pas réussi en 2022. D'accord. Donc, si je parviens, ça sera la deuxième candidature réelle à la présidence de la République. Donc déjà, il y a en effet, comme toujours, cette difficulté des parrainages. Cette fois-ci, vous y croyez parce que vous avez pris de l'avance, si j'ai bien compris? Oui, enfin, on va commencer à cet automne. Mais effectivement, c'est un point de difficulté. Simplement, ce qui est certain, c'est que maintenant, je suis beaucoup mieux connu qu'en 2017. Vous savez, en 2017, ça m'était arrivé d'aller personnellement voir des maires, et comme personne ne me connaissait, c'était très difficile. Hein. Quand j'avais une fois, je me rappelle, j'étais allé voir un maire dans la Nièvre. J'étais allé moi-même, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Il vaut mieux se faire représenter d'ailleurs. Et donc j'avais dit voilà, je m'appelle François Asselineau. Il dit même bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Et je lui avais dit je suis candidat à l'élection présidentielle. Je viens solliciter votre parrainage. Et il m'avait regardé un petit peu comme si j'ai vu qu'il allait me dire oui, et moi je suis la reine d'Angleterre, quoi, parce qu'il ne savait pas du tout qui j'étais. Alors que maintenant, non, la notoriété a beaucoup progressé, ne serait-ce que justement grâce à cette élection de 2017. Alors, en 2022, on n'a pas pu l'être pour toute une série de raisons. Vous savez, quand j'ai eu droit à une affaire que l'on m'a mis dans les pattes, depuis les juges d'instruction ont examiné ça pendant des mois et sont parvenus à la conclusion qu'il y a eu le non-lieu a été prononcé sur absolument tout ce qui m'était reproché. Donc vous pensez que c'était une affaire comme on peut l'avoir vu à plus grande ampleur pour l'affaire Fillon, pour éliminer un candidat? C'est certain. C'est certain. Moi, j'avais un des deux officiers de police judiciaire qui m'avait dit écoutez, bon, votre affaire est claire, il n'y a rien du tout. Simplement, vous savez ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit bon, mais monsieur Asselineau, regardez l'âge que vous avez, vous devriez prendre votre retraite. Vous avez l'âge de mes parents, ils sont très heureux de cultiver leur jardin. C'est incroyable de me dire ça. Un officier de police qui a dit ça? Oui. Ah oui. Étonnant. Donc, si vous voulez, on est dans une situation en France. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour 2027? Ce que je vois arriver gros comme une maison, ce sont des leurres. Vous savez, c'est ce qui s'était produit déjà en 2016 ou en 2021. On avait eu, les médias d'un seul coup nous avaient proposé Monsieur Montebourg. Oui. Monsieur Montebourg. Alors, comme il avait été ministre et qu'il tenait des propos quand même très caustiques contre l'Europe, donc on le mettait en avant. Et il avait eu jusqu'à 5% du temps de parole. Pendant ce temps-là, moi, j'avais 0. Mais nous, on était sur le terrain en 2016 et on savait, nous, on cherchait des parrainages et les maires que l'on voyait, aucun maire n'avait jamais vu qui que ce soit qui voyait de représentant de M. Montebourg. Donc ça veut dire que les journalistes ne faisaient pas leur travail. Parce qu'avant de donner le micro à quelqu'un qui prétend être candidat, il faudrait déjà voir est-ce qu'il va avoir les parrainages, qu'est-ce qu'il fait concrètement ici et ça. Donc en fait, alors quelles sont les leurs d'aujourd'hui? Là, je vois arriver M. de Villepin, exactement. Mais oui, mais vous pensez qu'il ne va pas avoir les parrainages, par exemple, Dominique Écoutez, on va voir, mais ce que je vois avec M. de Villepin, c'est que... il a les médias pour lui. Écoutez, voilà. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant, ça y est, il est l'homme politique préféré des Français. Vous savez que ça s'achète, ça. Hein, c'est avec l'IFOP. Vous allez voir l'IFOP et vous demandez à faire quelques études, etc. Il faudrait voir l'évolution du nombre, enfin, de l'homme politique préféré des Français. Ça varie à toute allure. Je vous rappelle que M. Barnier a été l'homme politique préféré des Français. Après ça, on a eu droit à monsieur, je ne sais pas si Bayrou l'a été, mais enfin, on a eu droit, je ne sais pas, on a Attal, on a... Je n'avais pas suivi cet épisode-là, mais bon. Ça change sans arrêt. Oui. C'est en fait un moyen de manipulation des masses. Voilà. Et là, personne ne demande quoi que ce soit à monsieur de Villepin. Je rappelle que monsieur de Villepin, qui a eu des positions courageuses, mais jadis, hein, je me rappelle, je lui avais envoyé une lettre de félicitations parce que je le connaissais au moment de la guerre en Irak. Bien sûr. Donc là, il avait eu des positions, il était ministre des Affaires étrangères, il avait fait un discours qui était vraiment formidable. Ouais. Bon. Je lui avais écrit, je l'avais félicité, mais il avait eu la gentillesse de me répondre. Moi, j'étais tout à fait partisan de M. de Villepin. Sauf que depuis lors, après, il y a une chicaya avec Sarkozy. Et puis après ça, il a créé un parti politique, rappelez-vous, en 2010, qui s'appelait République Solidaire. Et puis, il a eu droit à tous les médias. Quand je pense... Mais même avant ça, il était quand même dans le
gouvernement lors de l'affaire 2005 et qu'on a ravalé le référendum. Absolument, absolument. Mais il a été d'ailleurs, je le rappelle, il a été quand même Premier ministre. Bon, et il aurait, à mon avis, Monsieur de Villepin, s'il avait rompu avec la Chiraki au moment du référendum de 2005, et s'il s'était fait le chantre du retour à la souveraineté nationale, à mon avis, il serait dans une position extraordinaire, dans une position historique. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il s'est livré, comme je le disais, à des guerres avec M. Sarkozy. Puis après ça, il a lancé son parti République Solidaire, il a eu droit à tous les médias, puis ça a fait un flop, parce que je pense qu'il n'a pas forcément l'opiniâtreté nécessaire. Et puis surtout, il n'a pas grand-chose à dire de nouveau. Parce que je rappelle que M. de Villepin, alors là, il est parti comme un avocat d'affaires, on ne sait pas très bien, il travaille du côté du Qatar, du côté de... Donc, il avait des souvenirs napoléoniens qu'il a vendus à Drouot. Enfin, il y avait toute une histoire comme ça, il quittait la politique. Bon, et puis d'un seul coup, le voilà qui revient, mais qui revient avec des propos, il est encore plus pro-européen que Macron sur l'affaire de l'Ukraine. Sur la scène internationale, il tient des propos qui sont parfois, atypiques par rapport à l'Assemblée des médias mainstream et des politiques. Oui, notamment sur parfois, il vous retrouve sur certaines analyses. C'est vrai, notamment sur le Moyen-Orient, c'est exact qu'il a des propos qui tranchent par rapport au suivisme lamentable, en fait, d'une grande partie de la classe politique française, et tout spécialement de la droite et de l'extrême droite française, qui colle à Netanyahou d'une façon incroyable. C'est pas la politique. Un petit peu sur ce sujet, si vous voulez bien. Donc lui, c'est pas ce qu'il fait, c'est exact. Mais enfin bon, il s'est rapproché de la gauche, de l'extrême gauche, et puis moi j'ai regardé à la loupe ce qu'il dit. Il veut renforcer l'Europe fédérale. Alors, moi, si vous voulez, bon, c'est très gentil, mais ça ne mènera strictement à rien, en fait. Voilà. Donc, il faut que... Et puis, par ailleurs, il y a quand même tout un passif sur tout ce qu'il a pu faire, hein. Je rappelle quand même la privatisation des autoroutes qu'il a complètement bradées. Je rappelle donc les mesures qu'il avait prises d'ailleurs sous la pression bruxelloise. Il faut le reconnaître, hein, la privatisation des autoroutes, tout ça a été demandé par Bruxelles. En fait, on juge quand même quelqu'un sur les actions qu'il a conduites. Bien sûr. Alors moi, ce que je vois venir, je peux me tromper, bien entendu. Mais ce que je pense, c'est qu'on va parler de M. de Villepin. C'est d'ailleurs ce que ça a commencé. Il a droit à tout. Oui. Bon, je suis désolé, il a quoi comme... Qu'est-ce qui est devenu République Solidaire, son parti, c'est vivant. Là, il en lance un nouveau. On lui accorde tous les entretiens. Et je sais que les gens vont dire que je me lamente sur notre sort, mais c'est normal que je me lamente sur notre sort. Nous, on a le parti politique qui fait le plus de vues sur Internet, plus d'abonnés. Nous avons UPR TV va franchir le demi-million d'abonnés. On est à 499 000 et quelques abonnés. On va franchir les 500 000 abonnés sur UPR TV. Allez regarder les autres partis politiques, il n'y a pas. Et moi, c'est 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur tous les médias mainstream depuis les européennes. Et aux européennes, on a eu droit à 2 fois 15 minutes sur CNews. Voilà, en tout et pour tout ce qu'on a eu. François Asselineau, est-ce que c'est pour ça que vous vous présentez aussi? Est-ce que c'est dans cet objectif de visibilité, ou est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez y arriver? Alors, ce que je pense, c'est que... D'abord, je pense que je serai vraiment candidat parce que je vois l'accueil sur le terrain. La notoriété a beaucoup progressé, y compris chez les maires. Ça, vous le voyez sur le terrain dès maintenant. Oui. Ben, rappelez-vous, en 2017, j'étais allé pendant la campagne électorale. J'avais été invité, comme tous les autres candidats, devant l'association des maires de France, devant l'AMF. Et j'avais fait un topo, un discours qui d'ailleurs continue de circuler sur Internet, où j'avais mis en garde les maires sur ce qui les attendait, en disant que ils allaient avoir de moins en moins de subventions de l'État, qu'ils allaient avoir que leur pouvoir allait être de plus en plus supprimé, etc. Qu'on allait les forcer à la diminution des communes, et c'est ça. Et j'avais dit voilà, c'est que sauf si c'était moi qui étais élu président. Alors, il y avait eu un certain nombre de gens qui avaient rigolé dans la salle sur le thème il ne sera jamais président. Et je me rappelle, j'avais dit mais je ne suis pas sûr que ce soit si drôle, en fait. Beaucoup de maires maintenant de petits villages, ils se rendent compte que j'avais raison et que c'est pas drôle du tout. Et là, ce qui est en train de se passer avec les maires, vous savez, maintenant avec cette obligation pour les municipales d'avoir la parité, oui, bien pour sûr. des tout petits villages de 300 habitants. Non, mais c'est intenable. C'est intenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il ne pourra pas y avoir d'élection, eh bien, c'est le préfet qui va peut-être décider forfaitairement que s'il n'y a plus d'élection, on va regrouper les communes. Il y a une véritable stratégie d'étranglement des communes de France. C'est un détail parmi d'autres. Et tout ça, pour répondre à votre question, ça veut dire quand même qu'on a un très bon accueil
On a un très bon accueil chez les maires. Et je pense que nous aurons, quand on partira dans la recherche active des parrainages, je pense que ça devrait marcher. Alors pour répondre à votre question, c'est un peu tout. Ça permet effectivement de se faire reconnaître, d'avoir un meilleur accès à la notoriété. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que l'histoire, elle n'est jamais linéaire. C'est que parfois il y a des surprises dans l'histoire, il y a des basculements. Or quand je vois, excusez-moi, l'offre politique qui s'affiche, je suis un peu sidéré. Voilà, parce que si j'ai bien compris, Madame Le Pen hier, qui commence à comprendre, je pense qu'elle aura les plus grandes difficultés. Ouvert la porte à ce que Jordan Bardella qui prenne sa suite. Voilà, elle a dit à M. Bardella de se présenter. préparer. Bon, écoutez, excusez-moi, bon, je ne vais pas trop parler de M. Bardella, mais enfin, il faut être sérieux un instant, quoi. Bon, pour diriger un État comme la France. On peut pas avoir fût-on le plus grand génie du millénaire, mais ça, on nous a déjà fait le coup du génie. Hein. Macron, c'était le grand génie, c'était le Mozart de la finance, on a vu. Bon, il faut avoir de la bouteille, il faut avoir de l'expérience, parce que ça s'acquiert avec les années, n'est-ce pas? C'est parce qu'on fait des erreurs, même si on est très intelligent, on fait des erreurs, etc. Par ailleurs, M. Bardella ne brille pas non plus par sa connaissance des dossiers, ni par un curriculum universitaire qui force l'admiration. Parce qu'il y a des millions de Français qui ont plus d'expérience que M. Bardella. Hein. Donc, alors, il se trouve qu'il est dans cette position, mais qu'est-ce qu'il va faire, Bardella? C'est pas raisonnable. Je rappelle quand même aux auditeurs on peut être jeune, intelligent et savoir s'entourer, par exemple. Oui, mais enfin, et pourquoi pas prendre quelqu'un qui a de la bouteille? Regardez les grands de ce monde aujourd'hui. Poutine, il a 71 ans. Xi Jinping doit en avoir 72. Narendra Modi doit en avoir 78. Bon, c'est peut-être pas la plus grande, mais... Ah, mais Mélanie, elle n'est pas si jeune que ça. Elle doit bien avoir 45, 47 ans, Mélanie. C'est très jeune. Non, mais je ne suis pas... Mais elle a de l'expérience, déjà, Mélanie. Bon. Et puis bon, Mélanie, il faudra aussi regarder d'un peu plus près. Bon, son bilan, c'est pas non plus si extraordinaire que ça. Je rappelle que le nombre d'immigrés a augmenté par rapport à Mario Draghi. Et je rappelle aussi que elle se targue un peu de certains succès économiques. C'est vrai que la croissance est meilleure qu'en France et l'endettement est moins élevé qu'en France. C'est exact. Mais il faut voir aussi le niveau de vie des Italiens, hein, qui n'a pas bougé quasiment depuis 1991 et qui a plutôt dégringolé. Donc, c'est pas non plus quelque chose de elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé en 91 et je trouve quand même qu'elle manie plutôt bien le bateau, le navire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous qu'elle est moins d'intelligence politique. Elle est moins pire que Macron. D'ailleurs, ce qui fait rigoler tout le monde, c'est quand il y a des apartés Macron-Mélanie, on voit qu'elle lève les yeux au ciel tellement elle le trouve insupportable en fait. Bon, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas pourquoi elle avait levé les yeux au ciel. Tout le monde. Peut-être que la blague a été mauvaise. C'est pas seulement la blague, je pense qu'elle a du mal à le supporter même. François Asselineau, vous avez fait le tour un peu de ceux qui se présenteraient en 2027. Il y en a un que vous n'avez pas nommé, qui est dans votre camp, entre guillemets, le camp souverainiste, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, sauf erreur de ma part, vous aviez proposé de faire un débat ce matin, il l'a refusé, j'ai cru comprendre. Il l'a repoussé à la rentrée parce qu'il finit un livre, mais il finit un livre, excusez-moi, mais hier soir, il était où, monsieur Dupont-Aignan? Enfin, mardi soir, il était au sommet des libertés, il était avec madame Maréchal, il était avec monsieur Bardella, justement, avec monsieur Ciotti, et avec madame Knafo, et voilà. Donc ça veut dire que monsieur Dupont-Aignan, il a fait le choix, d'ailleurs il l'a dit 50 fois, de l'union des droites et de l'extrême droite. Il a tout à fait le droit. Hein. Je ne lui mais ça n'a rien à voir avec nous. Je rappelle que monsieur Cécile avait accepté le débat, mais je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est parce qu'il veut faire croire. Il a été reçu dans des médias. Il a dit, je supplie, même chez vous d'ailleurs, je crois, hein, je supplie Asselineau et Philippot de se joindre à lui. Oui, tout à fait. Enfin, il a dit ça sur Sud Radio, il a dit ça sur RMC. Moi, j'ai même pas été invité sur Sud Radio ou sur RMC pour expliquer quelle était notre position. Donc, nous, on vous invite, on vous écoute. Oui, mais je parlais de Sud Radio et de RMC, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas dire une chose et son contraire, voilà. Donc, monsieur Dupont-Aignan, il a toujours été contre la sortie de l'Union européenne. Et nous, c'est le point cardinal de notre mouvement politique. Je voudrais dire d'ailleurs quelque chose à ce point, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais vous pourriez faire ci. Mais moi, je ne suis pas, je suis pas un tyran. Moi, je suis à la tête d'un parti politique. Les gens qui ont adhéré à l'UPR et les gens qui votent pour l'UPR le votent sur un programme très précis, une charte très précise. On a des gens, c'est un parti qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. On a des gens qui viennent de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, et qui se rassemblent sur l'idéal du Conseil national de la résistance pour sortir de l'Union européenne. Évidemment que la moitié de nos adhérents, quand ils voient M. Dupont-Aignan dans cette soirée, l'autre soir,
piloté par les milliardaires, M. Sterrin et compagnie, la presse Bolloré, pour être, en fait, essayer d'avoir cette union des droits derrière des gens qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, parce que Bardella, vous l'avez vu sur l'affiche, était au centre des opérations. Et c'est exactement ce contre quoi on se bat. Donc on ne va pas aller derrière M. Dupont-Aignan. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on irait derrière M. Dupont-Aignan? Il n'a plus de mandat électif et il n'a même pas été capable de présenter une liste aux européennes l'année dernière, quand nous, on a présenté une liste qui a fait plus de 1%. Donc je ne vois absolument pas pourquoi on devrait... Alors je ne vous demande pas si vous mettez derrière lui, mais est-ce que au moment venu, si on voit qu'il y en a un qui a, je sais pas, ou alors après le premier tour, par exemple, est-ce que ce serait possible une union l'un derrière l'autre, l'un après l'autre? Non, mais on de n'y est pas encore. toute façon, il faudra bien qu'il y ait des désistements et puis les gens choisiront ce qu'ils peuvent. Mais j'ai pas dit le contraire. Écoutez, le 31 janvier 2020, pour célébrer le Brexit à Paris, il y a eu quelqu'un qui a organisé une grande réunion pour fêter le Brexit, qui a invité tous les gens qui étaient là qui étaient les souverainistes. Cette personne, c'était moi. Et on a fait vous pourrez trouver ça sur Internet avec les photos. Il y avait Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Philippot, Monsieur Kuzmanovic, Monsieur Cheminade, même le représentant du comte de Paris. Il y avait, j'en oublie certainement encore. Il y avait Jean-Frédéric Poisson, etc. Il y avait des gens de gauche également, notamment Gilles Casanova, Pierre Lévy, etc. Donc c'était une dynamique qu'on avait lancée. On ne peut pas dire que Et qu'est-ce qui s'est passé après? Chacun a présenté sa candidature à l'élection présidentielle. Tous. Chacun a dit, j'ai candidat, M. Poisson, M. Dupont-Aignan, M. Philippot, etc. Chacun est parti. C'était égayé. Je n'y peux rien. Bon, tout ça, si vous voulez, en fait, tout ça, ce sont des combinaisons d'appareils. C'est pas ça que recherchent les Français. Les Français, fondamentalement, ce qu'ils cherchent, je pense, c'est même pas un programme. Il faut y avoir un programme. Il faut que le programme soit applicable. Ça, on va peut-être en parler. Mais avant toute chose, je pense que les Français, ils ont besoin d'avoir un homme ou une femme dont ils sentent qu'il est capable de tenir les rênes de l'État. Voilà. C'est quelqu'un qui... Moi, vous savez, il y a des gens qui me disent que j'ai un ego démesuré, mais je n'ai pas un ego démesuré, j'ai de la force de caractère. C'est pas du tout la même chose. La force de caractère, ça veut dire qu'entre vents et marées, ça fait plus de 18 ans, dans des conditions d'injustice et d'inégalité médiatique, mais inimaginable. Normalement, il y aurait eu 10 fois les raisons de tout arrêter. Quand on voit la façon dont nous sommes traités, quand on est systématiquement invisibilisé, et quand on peut passer, comme je l'avais, quand en 2017, j'avais eu un tout petit peu accès aux médias nationaux, j'avais été immédiatement traité comme si je passais en cour d'assises avec Monsieur Asselineau, vous êtes complotiste, conspirationniste, etc. Bon, quand on voit ce degré, eh bien, il faut avoir de l'opiniâtreté. Et puis, par ailleurs, il faut avoir les bonnes analyses. Or, je suis désolé, les analyses que je produis depuis 18 ans, elles sont confirmées par les événements.